Le Talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Jean-Jacques Urvoas. Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous répondez par oui ou par non? Tentons. Redoutez-vous la radicalisation des conflits sociaux? Non. Manuel Valls fait-il du mal à la gauche, comme le prétend Eva Joly ce matin? Certes pas. Le non-cumul des mandats, pas avant 2017, vous êtes d'accord? Oui. On y reviendra. Au nom de l'égalité, pouvez-vous voter la PMA, mais pas la GPA? Oui. On y reviendra aussi. Merci d'avoir joué le jeu. Du oui-non. Jean-Marc Ayrault était sur France 3. Il y a d'autres questions? Je pensais hier qu'on soir. Non, on va avoir encore un peu de temps. Mais là, vous pourrez plus développer. D'accord. Jean-Marc Ayrault donc, était sur France 3 hier. Je vous propose de l'écouter. Mais l'objectif de 3% fin de l'année, on n'en sera pas très loin. On sera combien? 3, 1, 3, 2? Je ne peux pas vous le dire, tout simplement parce que c'est la semaine prochaine que la Commission européenne va, pays par pays, donner les perspectives de croissance. Je présenterai avec le gouvernement en avril au Parlement la trajectoire financière. Mais en tout cas, l'objectif, je vous le rappelle, et il sera atteint, c'est notre cap, c'est l'équilibre zéro, le déficit zéro à la fin du quinquennat de François Hollande. Les 3%, c'était une promesse du candidat Hollande. On a appris donc hier, la promesse ne sera pas tenue. Je crois que le pire, ça serait le déni, l'hypocrisie, essayer de slalomer par rapport à la réalité. Il y a deux choses, me semble-t-il. Il y a d'abord le fait que le Premier ministre confirme l'objectif. Après tout, on est élu pour 5 ans, on n'est pas élu pour 5 mois. Et il y a en même temps là, le constat de dire que ce que nous pensions, ce que nous espérions, ce à quoi nous avons travaillé, malheureusement, pour le moment, nous n'obtenons pas les fruits de ce que nous avons semé. On ne pouvait pas s'en douter au moment où l'année dernière, quand même, il y avait des signaux déjà qu'on quand vous arrivez au gouvernement et quand vous avez une majorité, vous n'êtes pas là pour constater. Vous êtes là pour essayer de construire une politique dont vous savez qu'elle sera difficile et dont le prix de son succès n'est que la cohérence. La cohérence, c'est de reconnaître aujourd'hui qu'il faut qu'on réadapte, non pas nos politiques, même s'il va falloir faire des efforts supplémentaires, mais surtout qu'on ne change pas l'axe qui est le nôtre, c'est-à-dire celui du redressement. Le président de la République avait dit, je sais bien qu'on tout passe et donc tout lasse, mais il avait quand même dit que le quinquennat aurait 2 périodes. La première étape, la première période de fondation, de travail, nous y sommes. Cette nuit à l'Assemblée nationale, nous avons commencé à discuter de la loi sur la séparation bancaire. Et on a voté les contrats de génération en dernière lecture aujourd'hui. Donc ça, ce sont des chantiers sur lesquels nous investissons beaucoup. Et puis nous espérons, mais là encore, ce n'est qu'une espérance, ça ne peut pas être une certitude, que demain, il y aura des fruits aux arbres que nous avons plantés. Mais est-ce qu'il ne fallait pas faire des réformes plus lourdes, des réformes structurelles plus rapidement? Parce qu'au fond, si on n'atteint pas ce déficit de 3%, c'est peut-être aussi parce que l'effort n'a pas été suffisamment fait. Quand je disais slalom, c'est qu'on sait aussi que trop de rigueur casse, empêche toute possibilité de redémarrage ou de croissance. Il me semble que nous avons déjà demandé beaucoup. Je sais... Donc la rigueur, c'est fini? Non, la rigueur, c'est pas fini. Il y a une nécessité de trouver de nouvelles économies. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que l'on appelle le surgel, c'est-à-dire que l'on va geler des investissements qui étaient prévus. Cela va avoir des conséquences, évidemment. Je quitte Christiane Taubira, nous étions à une réunion sur la prévention de la récidive. On lui demande des efforts supplémentaires. Ça veut dire qu'il va y avoir un ralentissement sur les investissements, notamment, qui avaient été prévus en matière pénitentiaire. C'est dommage, mais on ne peut pas faire autrement, ou alors on ment. Et nous avons choisi de ne pas mentir. Je choisis de ne pas mentir. Ça veut dire qu'il faut aussi réviser l'objectif de croissance pour 2013. Il a été fixé à 0,8. Ça va de soi. Il faut ça va de soi, aller jusqu'à combien? Va nous dire. Écoutez, je ne suis pas un économiste et en plus j'ai la chance de ne pas être au gouvernement. Donc du coup, je vais me défausser et dire que je vais attendre de me dire ce que va nous dire d'abord la Commission, et puis le Premier ministre et le Président de la République, puisque j'ai cru comprendre qu'il allait parler d'ici pas longtemps. Changement de sujet, le mode de scrutin aux européennes, on en parle beaucoup en ce moment. Vous êtes favorable à ce qu'il y ait un changement du mode de scrutin? Non. On en reste aux 8 régions actuelles? Alors je vais vous dire, j'ai une réponse en 2 temps là-dessus. D'abord, c'est vrai que nous allons en discuter puisque il y a une proposition de loi. ont inscrit une proposition de loi qui a été votée au Sénat. Donc elle va venir à la commission des lois que j'ai le plaisir de diriger maintenant, enfin d'animer. Donc nous allons avoir un débat. Je n'ai pas de position pour le moment. Mon sentiment, comme breton, c'est qu'il ne faut pas toucher aux grandes régions. Il me semble qu'au moment où l'Union européenne travaille plutôt sur cette dynamique de régions et de grandes régions, sur les fonds structurels, sur un certain nombre de politiques publiques, nos députés sont plus à même d'intégrer les paramètres des territoires qu'ils représentent dans les grandes régions plutôt qu'une liste nationale. Ça veut dire que la proposition de loi ne sera pas votée?
En tout cas, le groupe socialiste ne la votera pas. Je ne peux pas vous dire, on n'en a pas discuté encore. Elle nous est annoncée. J'ai reçu une lettre du président du groupe radical à l'Assemblée nous disant nous allons l'inscrire. Je connais le nom du député qui va la rapporter. Ce sera un député radical. Ça sera Alain Touré. Mais pour le moment, on n'a pas encore étudié. Donc moi, vous me posez ma question. Je vous dis moi, je suis pour le maintien de la situation actuelle. Le cumul des mandats après 2017, c'est quand même, ça ne donne pas un mauvais signal, l'impression que pour les élus, le changement, c'est pas maintenant? D'abord, moi, je suis un croyant et un pratiquant, c'est pas si courant, du mandat unique. Je ne suis que député de Quimper. Et toute immodestie mise à part, ça ne m'a pas trop mal réussi puisque j'ai démontré qu'on pouvait être réélu en n'ayant qu'un seul mandat. Parce que je suis convaincu que le non-cumul, et même le mandat unique, c'est l'avenir, je ne suis pas pressé sur le moment où ça va se décider. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du quinquennat de François Hollande lui-même puisse se représenter en disant il n'y a plus de députés-maires ou de sénateurs-maires en France et que ceux qui se représenteront en 2017, députés notamment, diront nous ne sommes plus cumulards. D'accord. Et sur le droit de vote des étrangers, qui était là aussi une promesse du candidat Hollande? Oui, je pense que là, on n'a pas encore épuisé toutes les possibilités. Le Premier ministre est en train de faire des consultations sur la révision. Il va voir s'il trouve une majorité qui pourrait se dégager. Et puis sinon, il y a encore une autre possibilité que nous n'avons pas exploitée, qui est le fait que le texte a été voté au Sénat. Voilà. Il n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Moi, je suis assez favorable au fait que le groupe socialiste prenne l'initiative de l'inscrire à l'Assemblée pour qu'on compte ceux qui sont favorables à ce droit, parce que là, pour le moment, on est sur des hypothèses. On dit on n'a pas, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il peut y avoir des éclairs de lucidité, qui sait, des preuves d'audace. Mais ce qu'il faudrait, au Congrès, il vous faut la majorité, il nous faut la majorité, mais des 2/3. Moi, je saute les étapes les unes après les autres. Il faut d'abord que ça soit voté par les deux chambres avant d'être voté au Congrès. Tant que je ne sais pas le nombre de voix recueillies hypothétiquement à l'Assemblée nationale, j'ai du mal à dire que je ne les aurai pas au Congrès. Ce que vous souhaitez, c'est-à-dire, c'est donc que la proposition de loi soit déposée rapidement. Je suis jamais quelqu'un de pressé. Mais c'est parce que je me fixe des objectifs que j'essaie d'être dans la constance. C'est un objectif à 5 ans. Encore une fois, il y a plusieurs hypothèses qui n'ont pas encore été épuisées. En ce moment, on est dans une phase de réflexion sur la révision constitutionnelle par le Premier ministre. Il n'a pas vu, me semble-t-il, encore tous les groupes. Donc attendons ces consultations. Sinon, ça veut dire que ce que le Premier ministre fait est déjà conclu, ce qui n'est pas le cas. Le Sénat s'est saisi de la loi sur le mariage pour tous. Ça viendra en discussion en avril. Vous souhaitez que le Sénat vote dans les mêmes termes ce texte de loi, ce qui permettrait du coup d'aller plus rapide? Je ne vais pas donner ni de conseils, ni même émettre de vœux au Sénat, parce que je n'aimerais pas que le Sénat me donne des indications. Alors, disons qu'il ne me semble pas que la culture du Sénat soit de voter conforme les textes, comme on dit, de l'Assemblée nationale. Donc, je ne serais pas trop surpris si le Sénat devait enrichir ou aménager le texte que nous avons mis tant de temps à voter à l'Assemblée. Et donc, vous vous apprêtez, au mois de mai ou de juin, à repartir sur un marathon? Non, on a prévu à la fin mai de récupérer le texte. Il me semble quand même que l'essentiel a été dit, que l'essentiel a été fait, et je ne crois pas qu'il serait de bon ton de rejouer une bataille d'Hernani. Et vous pensez que c'est ce que fera l'UMP, de ce que vous pouvez sentir? On va voir ce qui se passe au Sénat d'abord, et puis en plus, non, je connais la capacité de bataille des parlementaires de l'UMP qui sont engagés. J'espère simplement s'ils ont de nouveaux arguments qu'ils utilisent, parce que si c'est pour utiliser ceux qu'on a entendus pendant 109 heures, c'est du temps perdu. Vous avez passé 109 heures à l'Assemblée, ou à peu près, aux côtés de Christiane Taubira. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle a un profil de Premier ministrable? Elle a un profil de garde des Sceaux. Ça l'est. Oui, mais il y a quelques mois encore, on lui déniait cette qualité. Certains avaient même pensé que ça pouvait être un maillon faible de la majorité. Je crois qu'ils sont aujourd'hui beaucoup moins convaincus de cette hypothèse. Mais vous n'en faites pas. Écoutez, honnêtement, moi, je vais vous dire, je suis très content que Christiane Taubira ait gagné un statut dans cette affaire, dans cette bataille, qu'elle ait une notoriété plus importante parce qu'elle a des textes à porter. La loi pénale, qui n'est pas rien, la révision constitutionnelle, qui n'est pas rien, et je suis persuadé que ce nouveau statut fera que son message profondément humaniste s'entendra un peu plus fort. Jean-Jacques Urvoas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de les avoir posées.